Je vais peut-être te laisser te présenter, Florentine. Tout d'abord, Christine, je voulais te remercier pour ce- cette invitation et ce format qui est vraiment très innovant et très, très sympathique. Alors, excusez-moi pour ma voix, hein, on est tous en col, tout en col roulé et moi j'ai bien attrapé un bon rhume. J'espère la garder au moins pendant 50 minutes. Euh, donc, je suis Equicoach. J'ai été une des premières en Europe il y a 20 ans à former à l'Equicoaching. Et on rentre déjà plus ou moins dans le sujet du débat. C'est littéralement mon cheval qui m'a amené à l'Equicoaching. Moi, je voulais à la base faire de l'équitation éthologique, puis j'ai fait des formations en communication animale, puis j'ai fait des formations en biokinésiologie animalière. Et je voulais vraiment m'occuper d'animaux. Et systématiquement, mon cheval me répondait, c'est les humains qui vont pas bien. Toi, ça va. Nous, ça va. Mais c'est vraiment avec les humains qu'il y a une approche à faire. Et donc, je l'ai écouté et je me suis formée, après avoir fait une formation en équitation éthologique au Haras de la Sange, je me suis formée aux approches de Linda Konoff avec une Américaine et une Islandaise en Europe, puisqu'à l'époque, il y en avait trois. Non, il y en avait deux en Europe. Il y avait une Irlandaise et une Islandaise. J'ai fait venir des États-Unis une Américaine. Et euh, en fait, de ces formations-là, j'ai réalisé que toutes les participantes, parce que je ne sais pas, c'était déjà dans la mouvance à l'époque, euh, il y avait des gens, j'ai réussi à faire venir des gens de Suède, d'Allemagne, de Hollande, de France, de Suisse. Donc j'étais vraiment très étonnée. Et on a toutes vécu quelque chose d'extrêmement intense, mais il n'y avait pas de cadre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement manqué. Et j'ai donc décidé, moi, à l'aide de tout ce que j'avais comme matériel et ce que j'avais découvert, j'ai donc décidé de créer une formation en Ekicoaching. Et ce qui m'a dérangé et ça n'engage que moi, hein, je ne critique personne, ce qui m'a dérangé dans les formations, c'est que je voyais que l'approche du cheval était systématiquement issue soit de l'équitation classique, soit de l'équitation éthologique. Dans les deux cas, la finalité, c'est de mettre un humain sur le cheval. Or, en équicoaching, dans ma vision de l'équicoaching, j'ai écrit un livre là-dessus. Le cheval doit être libre de s'exprimer. Et les chevaux sont généralement éduqués de manière très classique. Donc, ils ont à l'école une corde, la participante ou le participant toujours une petite badine, des carottes dans la poche. On travaille dans des rondes longes. Donc, il y a énormément de restrictions de liberté qui font que quand on leur demande leurs avis, en général, ils font moi, on m'a appris que quand je donnais mon avis, il y a une avalanche de catastrophes qui me tombait sur la tête et j'ai pas envie. Et donc, ça, c'est vraiment Lancelot, donc mon premier cheval, qui m'a mis sur ce chemin-là. Euh, et j'ai compris que on est très prétentieux finalement à vouloir les éduquer euh, parce qu'ils savent beaucoup plus de choses de nous que nous n'en avons conscience nous-mêmes. Et donc de pouvoir les laisser libres de s'exprimer, c'est un cadeau qu'on leur fait, c'est un cadeau qu'on fait aux clients, et je pense que c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et donc j'ai créé une formation qui s'appelle Cheval en lien, qui a maintenant 8 ans. Euh, et Euh,
cette formation, c'est vraiment enseigner la différence entre l'équicoaching et l'équitation éthologique. Et c'est vraiment accepter de lâcher le contrôle sur l'animal, mais c'est une formation aussi qui enseigne une meilleure lecture de cheval. Et c'est là où on voit, au travers de de la formation, on voit que c'est le cheval qui est professeur. C'est lui qui nous enseigne. Et ça, c'est un cadeau. Christine a fait la formation, elle peut en témoigner. Donc voilà, et maintenant, alors c'est vrai que je travaillais en entreprise, je faisais de l'équicoaching d'entreprise. J'ai fait une grosse marche arrière par rapport à ça, parce que je pense que les entrepreneurs viennent pour s'amuser, mais ils ne sont absolument pas dans une ouverture d'esprit, de compréhension de ce que l'animal peut leur transmettre. Et donc ils s'amusent bien. Alors, tant mieux, mais qu'est-ce qu'ils en retiennent? Pas grand-chose. Et ça, je trouve vraiment dommage. Je veux honorer mes chevaux dans le travail qu'ils font. Et donc, je continue de former des équicoachs, je continue les formations au cheval en lien. Et maintenant, en co-création avec ma sœur, on est en train d'ouvrir sur ce qu'on appelle du horse healing, qui sont des soins énergétiques où on met une personne sur une table et où les chevaux viennent toucher la personne à différents endroits. Et en fait, on voit très très bien que les chevaux savent là où ils doivent toucher. Et ça, c'est vraiment bluffant. Alors, il faut quand même se rendre compte que nous, avec notre petit corps humain, on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Tout est information. Je pense que les chevaux ont une vision beaucoup plus élevée que la nôtre. Et c'est ce qui fait la particularité, leur sensibilité aussi qui fait la particularité du, de la puissance de cette approche. Merci. Alors, je vais me présenter en deux mots pour celles qui me connaissent pas. Donc, moi, je suis Christine Renard, je suis intervenante en médiation animale et médiation équine un petit peu, mais surtout animale. Je travaille principalement avec des chiens et des cochons d'Inde et j'associe les chevaux en totale liberté pour travailler principalement sur le consentement, sur sur l'approche bienveillante au travers de l'apprentissage, la communication en fait particulière du cheval, mais en totale liberté. Voilà, moi, euh, c'est ce que je fais avec les chevaux. Et voilà, j'ai créé ce format depuis la semaine dernière. J'ai créé ce format de rencontre parce que pour moi, il est important d'échanger, il est important de partager, il est important d'apprendre. J'ai une soif d'apprendre incommensurable et je pense que je terminerai ma vie en continuant à me former. Et voilà, j'ai ce besoin de partage et c'est pour ça que j'ai ouvert cet espace. Et je ne sais pas comment il évoluera cet espace, mais en tout cas, c'est vraiment dans un esprit de rencontre, d'échange, parce que souvent dans nos métiers, que ce soit de médiation ou autre, on peut se sentir un peu seul, et donc retrouver d'autres professionnels pour échanger. Pour moi, c'est riche. Donc voilà, c'est l'intention de cet espace-là. Donc on a fait une première soirée la semaine dernière où on a parlé de l'animal médiateur. Alors ça a été assez orienté sur le chien et on a abordé on a abordé principalement quelles étaient quelles étaient les les conditions, enfin quelles étaient les dispositions en fait d'un animal médiateur.
Et donc, on en est. Alors, Sabrina était là, donc vous me reprendrez, Sabrina, si j'oublie quelque chose. On en est arrivé à la conclusion que l'animal médiateur, en fait, c'est un animal qui a des dispositions spontanées, c'est-à-dire qu'il a une appétence à l'humain, qu'il est très intéressé par l'humain, qu'il est curieux de rencontrer l'humain, être avec l'humain, faire des choses avec l'humain, et que, en fait, euh, en soi, tout animal sécure dans la relation avec l'humain peut devenir un animal de médiation. Et, et alors après, il y a eu une discussion sur le calme de l'animal, mais voilà, c'était pas vraiment un critère important. Enfin, ça l'était, mais on a surtout discuté sur les dispositions spontanées des animaux. Hein, c'est ça, Sabrina, si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. Et Voilà, on a insisté aussi sur la notion d'accordage, qui est la voilà. capacité de se connecter à son monde intérieur et à celui de l'animal pour coopérer ensemble. Voilà, on a parlé, j'ai introduit cette notion d'accordage qui fait partie d'une des définitions de la médiation par l'animal, qui consiste à dire qu'en fait l'animal, c'est un animal d'accordage qui permet d'apprendre au travers de la relation accordée de l'un avec l'autre, pour développer en fait ces champs de compétences, ces, Mm. ces champs de capacité. Et donc l'accordage étant considéré être comme une capacité à être en relation, en étant moi humain, connecté à mon monde intérieur, en respectant mes besoins, en comprenant le lien qui se fait entre mes besoins et mes émotions, et en étant en capacité de me mettre en action, de me mettre en mouvement avec l'animal que je rencontre, tout en respectant, tout en considérant ses besoins et en y répondant au travers de la relation. Voilà, donc là où on en est arrivé, c'est un moment, du coup, on parlait de cette faculté des animaux médiateurs à faire des propositions, en fait, dans nos ateliers et qui soient pas juste là pour répondre d'une manière standardisée, formatée à une demande de l'intervenant. Et donc moi, j'étais plutôt à dire que je favorisais les propositions de mes animaux et que je ne cherchais pas du coup à les former pour les faire rentrer dans dans des comment dans des dans des moules ou dans une forme de formatage, parce qu'en fait moi, ce qui est intéressant pour moi au travers de la médiation, c'est d'apprendre en fait au travers de la relation à l'animal quels sont les besoins des animaux, quels sont observer en fait que un comportement, il est issu, il va dépendre d'un besoin, il va dépendre d'une émotion, comprendre un petit peu tout ce qui se joue entre l'émotion et les besoins. Et en fait, c'est cet apprentissage au niveau de l'animal qui permet à la personne accompagnée d'apprendre sur elle-même. Hein, c'est ce retour à soi. Et donc, formater, conditionner, pour moi, ça n'a pas de sens parce que du coup, on limite le champ d'expression de l'animal. Et en ça, bah, du coup, on exprime involontairement peut-être aux bénéficiaires que l'on accompagne qu'en fait, bah, on peut nier les besoins, on n'a pas besoin d'écouter les besoins, que certains besoins, on n'a pas à les écouter, et que du coup, c'est légitime en fait de vouloir rentrer les gens dans des moules. Et pour moi, ça, c'est pas concevable, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai bien exprimé et vous avez bien compris là où je veux en venir, en fait, c'est de dire que pour moi, les animaux doivent avoir leur liberté d'expression, bien évidemment, dans un cadre sécure, hein. Il est bien évidemment pas question de mettre en danger les personnes qu'on accompagne. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour moi, il doit y avoir une éducation, mais une éducation qui vise vraiment
à renforcer tout ce qui existe déjà chez l'animal et à renforcer ses champs. Alors, Florentine, elle nous l'expliquera vraiment mieux que moi. Et moi, c'est ce que j'ai découvert avec la formation de Florentine, c'est ouvrir tous les champs de curiosité de l'animal, en fait, pour ouvrir tout un champ de capacité, d'être en relation ensemble. Oui, effectivement, en fait, je pense que, enfin, quand j'ai dit tout à l'heure que quand on leur met à l'école une corde et une cravache, euh, ils apprennent à désapprendre. Ils sont, quelque part, ils sont, comme tu disais, formatés, mais ils ne savent plus ce qu'ils sont autorisés à faire et il y a certains chevaux qui s'enferment sur eux-mêmes. Euh, Entre autres, l'expression que j'entends souvent dans les débuts de formation, quand je dis quel est le, quel est le sujet de conversation préféré de votre cheval, systématiquement j'entends «Oh, il adore de manger». Bon, déjà, il est conçu pour manger euh, quasiment toute la journée, puisqu'il a un tout petit estomac, et donc voilà. Mais j'affirme vraiment que on peut se mettre à manger par défaut parce que on ne m'a pas autorisé à exprimer ma curiosité, donc je m'enferme. Euh, c'est vrai que quand on voit un cheval qui veut aller rentrer dans une pièce pour aller dans un salon pour aller voir quelque chose, on se dit, ouais, il va tout casser, donc non. Et effectivement, il y a des limites par rapport à ça. Mais l'empêcher systématiquement quand on rentre dans la carrière ou quand on part en balade, l'empêcher systématiquement d'aller voir quelque chose ou de s'arrêter pour voir quelque chose, c'est nier son monde en fait. C'est nier ses émotions, c'est nier ses besoins, c'est nier qui il est. Je me souviens d'une de mes élèves qui disait, donc qui avait fait cette formation et qui est professeur d'équitation, elle me dit, j'ai eu une petite en cours et donc on était parti faire une balade et son cheval s'est arrêté, elle a fait, oh, oh c'est terrible, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Quand tu marches dans la rue et qu'il y a quelque chose qui t'intéresse ou un bruit qui t'a surpris, tu t'arrêtes pour aller voir ou pour repérer. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, développer, euh, redévelopper, je dirais, leur personnalité. Euh, Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux qui se sont éteints, qui se sont accommodés de ce qu'on leur a demandé euh, et qui trouvent, bon an, mal an, une existence en mangeant des pommes, des carottes quand le cavalier ou la propriétaire vient, mais ça n'est pas satisfaisant. Temple Grandin, je ne sais pas si vous connaissez Temple Grandin, disait, ça ne suffit pas d'avoir un animal, de le bien loger, de le bien nourrir et de bien l'abreuver. Il est indispensable d'éveiller chez lui des émotions de découverte, de joie, de plaisir, et tant que faire se peut, d'éviter les émotions de peur, de frayeur, d'anxiété. Et on peut tout à fait faire ça. On peut tout à fait faire ça. Et donc, c'est, c'est un cadeau à leur faire et à leur rendre que de leur dire, c'est OK que tu ailles. Je me souviens d'une séance en médiation. Et par hasard, enfin pas par hasard, ça c'est vraiment bien mis. En fait, la séance avait lieu dans un hangar qui était assez sombre. Et donc je vais mettre la cliente dans ce lieu.
Et puis, je prends mon cheval et là, comme je traversais une cour où il y avait d'autres chevaux, bien évidemment, il a une corde et un nicole et puis, tac, il freine des quatre fers devant la porte. Il me dit non, je ne veux pas rentrer. Et là, je me trouve un peu en difficulté en me disant, OK, il veut pas rentrer. Comment est-ce que ma cliente va vivre cette expérience? Et donc, je l'ai appelée. Et en fait, ça a été juste magique parce qu'elle m'a dit, mais moi aussi, il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller. Et donc, c'est vraiment, bon, c'était une comédienne qui était tous les soirs sur scène. Et donc, elle y allait. Mais de pouvoir reconnaître que bah, il y a certains jours, on n'a pas envie d'y aller, c'est OK. C'était vraiment représentatif de ce que mon cheval lui montrait. Par contre, si j'avais été dans l'obligation de résultat, j'aurais très certainement tracté mon cheval à l'intérieur. Je sais pas du tout ce qui serait passé, mais cet apprentissage-là, elle ne l'aurait pas fait. Moi non plus d'ailleurs. Donc voilà pourquoi moi, je trouve que c'est important d'aller découvrir qui ils sont euh, et en même temps aussi à côté de leur offrir des activités comme des balades en forêt, parce que je pense que ça fait vraiment partie ou des balades tout court, hein, ça fait vraiment partie des choses qu'ils apprécient. Parce que si j'ai eu le cas ici dans le Var, mes chevaux en avaient marre d'être dans leur petit paddock, ils ont passé les fils et puis ils ont été se promener dans les vignes. Et sans stress, ils étaient contents. Et comme ils savent que moi je leur autorise ça, il n'y avait aucune raison de s'enfuir. Bon, évidemment, par rapport aux propriétaires des vignes, c'était moins sympa, mais de leur offrir ça, euh, ça les rend euh, plus enthousiastes de rencontrer de rencontrer des humains. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps aux États-Unis et qui, moi, m'a effrayée, en fait. Les chevaux ne veulent plus rentrer en contact avec des personnes. Quand ils ont été, finalement, c'est de l'abus de les mettre systématiquement, de les tirer, de les pousser, de dire voilà, maintenant tu rencontres le client et tu fais ton job. Ils ne font plus de job du tout. Ils restent prostrés parce qu'il n'y a aucun plaisir. Mais si à côté, on leur offre cette notion de plaisir, ça reste, ils restent dans la fraîcheur de la rencontre. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Mm. Sabrina qui a levé la Oui, main. Sabrina, elle a levé la main. Oui, c'était pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Enfin, ça me rappelle la notion de résignation acquise, en fait, où le cheval n'a plus cette possibilité de s'exprimer librement ou de donner ce qu'il a à donner, et que donc il va se mettre dans une position, en fait, de résignation où il va perdre toute motivation. Et, et du coup, c'est là où pour moi, c'est du formatage et que c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on travaille avec les chevaux dans la médiation, Je suis en fait. complètement d'accord. Effectivement, effectivement. Et c'est, j'ai lu un post ce matin sur Facebook qui disait attention parce qu'il y a énormément de formations à la médiation et qui n'en, comme si c'était le Graal de la reconversion professionnelle et où tout le monde allait être joyeux, joyeux. Sachez qu'il y a un engagement, qu'on ne part pas en week-end toutes les semaines, que Noël et jours fériés, on doit être là pour eux, mais il n'y a pas que le moment magique, entre guillemets, où ils sont avec le client, il faut aussi leur apporter des distractions. Euh, et je pense que c'est un avertissement qu'il est important de transmettre si vous n'avez pas le courage
ou si vous pensez que vous allez vous créer quelque chose de nouveau. Non, le cheval, et je suis certaine, pour ceux qui travaillent avec des chiens ou Ouais. d'autres animaux, il y a cette même, euh, ce même besoin de garder l'animal le plus possible dans son Mm. enthousiaste, Dans son dans enthousiasme, l'enthousiasme de faire ce métier, bien et ils sûr, apprennent ce métier aussi. bien sûr. Mais Donc, ils l'apprennent naturellement. Moi, je suis persuadée qu'ils l'apprennent naturellement du tout à fait fait. que justement, on les encourage dans leur curiosité, on les encourage dans leur enthousiasme, on répond à leur enthousiasme en leur proposant des activités. Moi, là, ce qui me gêne au jour d'aujourd'hui dans ce que je lis, dans ce que j'entends, c'est que beaucoup s'imaginent que ils vont acheter un animal et que, voire 15 jours après ou quelques mois après, ils vont pouvoir rentrer dans cette activité de médiation. Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et que peut-être une formation à l'animal de médiation va venir voilà, suppléer peut-être cette absence de développement de relations entre déjà le gardien et l'animal, alors que il faut du temps. Ça se fait pas en 15 jours, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 3 mois. Il va falloir une année. Moi, je sais que avant de commencer avec mon premier chien, il s'est passé 3 ans et demi. 3 ans et demi où on a fait des activités ensemble, où on a visité des gens, puisqu'à l'époque j'étais chien visiteur, donc on a visité, mais c'était pas dans un objectif de travail, c'était dans un objectif de découverte, c'était dans un objectif de faire des choses ensemble, d'apprendre à repérer les signaux aussi de stress, de mal-être de mon animal quand peut-être c'était trop et qu'il y avait besoin de le remettre en retrait. Et tout ça, c'est un apprentissage qui met du temps, mais on est obligé de passer par là pour moi. Et c'est pas une formation qui peut remplacer ça. La formation, pour moi, ça va être plus quelque chose qui va rassurer le professionnel, se disant, bon, mon animal, il répond à telle et telle chose, et là, bon, je vais être à peu près clean dans ma démarche. Mais pour moi, c'est pas ça. Parce que la médiation, c'est avant tout apprendre à être en relation. Donc, si nous-mêmes, on montre pas l'exemple avec nos animaux médiateurs d'être en relation bienveillante, qu'est-ce qu'on enseigne en fait? Moi, c'est ça qui me gêne. C'est qu'est-ce qu'on enseigne à la personne qu'on accompagne. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu parles de ton chien, tu as mis 3 ans et demi. Moi, j'ai accueilli dans mon troupeau une jument qui sortait d'un centre équestre où elle avait été, ça arrive, maltraitée par des enfants. Et elle était dans un état épouvantable. En plus, elle avait un pied-bot qui n'était pas soigné. Euh, mais quand elle est arrivée chez moi, je lui dis, si tu n'as pas envie de participer euh, aux rencontres, tu le dis. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle le disait très clairement, elle partait au petit trot en foyant de la queue, mais il y avait des gens qui voulaient précisément ça. Donc, le bon prédateur qui dit, mais non, je veux le cheval qui m'échappe, parce que moi, je vais le dompter. Je dis non, elle fait comme elle a envie. Et ce qui a été très, très surprenant, c'est que sa première séance, a été fait avec une jeune fille de 15 ans qui en paraissait 11 et qui était maltraitée par ses camarades de classe. Et quand je suis rentrée, donc c'est à peu près la même histoire, quand je suis rentrée dans la prairie, je ne savais absolument pas comment ça allait se dérouler puisqu'à l'époque j'avais 5 chevaux. Et la jument a levé la tête, les autres sont restés. C'est pour ça que je suis persuadée, en fait, qu'ils savent bien avant, bien en amont, ce qui va se dérouler. Ils ont une sorte de préscience d'un futur proche, en tout cas. Et donc,
quand je suis rentrée avec cette jeune fille, elle a levé la tête et elle s'est dirigée et j'ai dit, OK, c'est bon. Ça fait 4 ans qu'elle voit ce qu'on fait et elle se lance dans l'aventure. Et c'était pour moi vraiment extrêmement émouvant. Et par la suite, elle a été d'une générosité, mais sans faille. Et j'ai vraiment dû la stopper par moment parce qu'elle est partie en accompagnant une femme qui était en dépression profonde. Et je pense que ça, c'est aussi, comme tu dis, d'identifier quand mon animal est en stress, quand mon animal ne va pas bien, et, et de savoir quand ça va trop loin avec la patiente, Mm. cliente. Et en fait, je l'ai remarqué par après, cette femme venait dans la prairie quand j'étais pas là. Et ça, c'était pas OK pour moi. Mm. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis très stricte, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des visites touristiques de mes chevaux quand je ne suis pas présente. C'est Mm. gentil de vouloir apporter des carottes, mais c'est avec mon autorisation et quand je suis là. Mm. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait juste réussi à créer en ne voulant donner des carottes qu'à une seule jument, c'est un conflit où tout le monde se tapait dessus pour pouvoir avoir les carottes. Et ça Mm. l'avait effrayée en plus. Donc, euh, donc voilà, je perds un peu le fil. Je ne sais plus où tu m'avais emmené. C'est pas grave, il y a Patricia qui voudrait Oui, intervenir. Oui, j'ai pas trouvé le bouton pour lever la main, alors j'ai levé la main à C'est pas l'ancienne. grave, on t'a vu. On vous a vu. Voilà. Je suis très, très touchée et éminemment d'accord avec tout ce qui est dit. Et je voulais te demander, Florentine, parce que dans la façon dont tu t'exprimes, tu converses beaucoup avec tes chevaux. Et tu as dit en début d'intervention que tu faisais de la communication animale, enfin de la communication avec l'animal. Ou intuitive. Je voudrais savoir, moi alors je vais être très honnête, je suis un petit peu rétive par rapport à ça. Euh, je voudrais savoir si c'est un vrai plus pour intervenir que d'être formé à ce type de pratique. alors je vais te rassurer tout de suite, Patricia. J'ai fait 2 formations, une formation avec Anna Evans, deux formations avec Laila Del Monte. Je sais que j'ai des capacités par rapport à ça. Mais en même temps, j'ai vu tellement d'errance par rapport à ça, des personnes qui appelaient des communicateurs animaliers quand leur cheval n'était pas bien plutôt que le vétérinaire. Et on arrive à des délires quand même quelque part. Alors quand je dis que je communique, euh, je lis le langage non verbal de mon cheval. D'accord, ok. S'il regarde quelque chose, je vais regarder quelque chose. S'il vient vers moi, euh, soit je décide de rester à la même distance, donc je vais reculer, soit comme je vois qu'il veut venir avec moi et que c'est très situationnel aussi, je vais venir près de lui ou près d'elle. C'est vraiment une danse de langage non verbal. C'est comme ça que je dis que je communique. D'accord, ok. Alors, ce type de conversation avec l'animal, et pour moi, c'est la base de la relation avec eux. Donc, moi, c'est les chiens, mais pas de souci. Je pense que c'est pareil. Voilà, mais comme plusieurs fois, tu as employé je lui ai demandé, etc. Voilà, je voulais venir sur ce terrain parce que ça semblait aller au-delà de ce que tu viens de m'expliquer clairement. Et bon, je suis plus proche, je vais être sincère, de cette démarche de conversation. C'est-à-dire que tu veux y aller, tu veux pas y aller, mais en fait, on communique tous les deux en langage non verbaux. Non, oui, on va mettre des S au langage puisqu'on n'a pas les mêmes. Et ça me va. Après, si le fait de devoir, comment dire, faire vraiment la communication animale, je ne suis pas complètement fermée à ça, mais
oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup de mauvaise utilisation et je ne vais pas aller au-delà, mais pour certains, ça va au-delà de la mauvaise utilisation. Voilà. En tout cas, je te remercie de ta réponse qui me convient parfaitement en l'occurrence. Merci Oui. beaucoup. Et quand parce que j'ai dit, j'ai demandé à ma jument, et le dernier cheval que j'ai dans mon troupeau, c'est un peu race espagnole complètement perdu. Euh, il comprenait pas ce qu'on lui demandait. Et je lui ai permis de s'exprimer. Ben, c'est lui qui n'a pas voulu. Il voulait bien, au début de l'accompagnement avec cette comédienne, il voulait bien aller dans le hangar. Et puis à un moment donné, il a dit non, c'est OK. Et donc, quand j'ai dit à ma jument, si tu veux pas faire de l'équi-coaching, elle savait pas ce que c'était que l'équi-coaching, forcément. Mais je pense qu'ils comprennent l'intention derrière la phrase. Voilà. Et c'est ça qui est en soi. Et la réponse était oui, ok. Merci. Voilà, c'est ça. Oui, Sabrina? Oui, donc en effet, ils comprennent l'intention derrière la phrase. Et j'ai trouvé un super livre que vous connaissez peut-être, Oui, celui-ci, oui, je connais. voilà, qui s'appelle Langage corporel, signaux d'apaisement chez les chevaux, et qui permet, ce livre permet vraiment de pouvoir décrypter les comportements de chacun de nos chevaux, puisqu'ils sont tous différents, ils ont tous un tempérament, un caractère différent et de pouvoir communiquer de ce fait avec eux, en fait. Parce que Oui, de par les signaux qu'ils me renvoient, moi, je vais comprendre que là, pour l'over, il est plus OK, là. Là, c'est pas possible, en fait. Par contre, il y a Luce qui est en train de me montrer quelque chose et qui est en train de montrer de l'intérêt. Et donc, je vais l'inviter à faire sa proposition et voir ce qui se passe derrière, en fait. Enfin, pour moi, c'est plus dans ce sens-là, la communication intuitive avec l'animal. oui, tout à fait. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Voilà, donc. Et c'est hyper important. Et moi, je pense que, enfin, en tout cas, dans mon approche, dans ma vision de la médiation, c'est ça que, c'est ça que l'on doit apprendre, en fait, en tout premier lieu, avant de rentrer en situation de médiation. C'est apprendre à lire son chien et apprendre à lire son chien en tant que individu avec sa singularité et pas apprendre à lire le chien en général, parce que l'individu chien qui est avec nous, c'est notre partenaire et il va interagir d'une manière singulière avec nous parce qu'il est notre partenaire aussi. Donc c'est vraiment cette relation et toute cette subtilité de communication de nos animaux et de chacun de nos individus animaux qu'il est bon d'apprendre à pratiquer quoi, avant de mettre en relation avec d'autres parce que sinon on va pas être en capacité de préserver leur bien-être pour moi. On va pas être en capacité de dire, parce qu'il y a des animaux qui savent se poser, qui savent se mettre en retrait, mais il y en a d'autres qui effectivement restent dans la relation jusqu'à s'en faire du mal. Et c'est à nous, en tant que professionnels, de veiller à effectivement, les, alors pas les sortir brutalement de la relation, hein, bien évidemment, mais de faire une diversion, de faire quelque chose pour que l'animal puisse aller se mettre, à l'écart, quoi. Tout à fait, elle est préservée, en fait. Les Ouais. préserver, ouais, ouais. Et ça, Ouais. c'est de l'éducation, c'est notre éducation. Mais comme tu le disais, Florentine, pour moi, l'animal, il n'est pas formé. C'est lui qui nous forme, en fait. Et c'est à nous d'ouvrir nous ouvrir au maximum pour recevoir, en fait, tout ce qu'il a à nous transmettre. Oui, tout à fait. Je crois que peut-être que il y a quelques années en arrière, on avait cette disposition à pouvoir, et certainement, à pouvoir communiquer avec les animaux et la nature. Mais à un moment donné, on a tout commencé à détruire autour de nous et détruire notre capacité à rentrer en relation. Et donc,
Pour moi, la médiation animale, elle est vraiment, que ce soit équin, canin ou peu importe, pour moi, elle nous, elle nous ramène à notre essence d'humain. Et je pense qu'on peut aller, enfin, dans mon sens, ce que je vois, c'est on a vraiment, euh, il nous ramène à une forme de spiritualité, en fait. C'est pas pour ça qu'on fait ces métiers-là, bien évidemment, mais en même temps, c'est un cadeau qu'il nous offre. C'est un cadeau de nous, ouais, de nous reconnecter à l'être singulier que l'on est, que chacun de nous sommes et que chacun d'eux sont. Exactement. Et c'est ces rencontres et pour moi, c'est ces rencontres de singularité, c'est ces rencontres de profondeur euh, qui, qui répondent aux besoins de se sentir légitime, qui répondent aux besoins de se sentir exister, aux besoins de se sentir en sécurité, aux besoins de se sentir aimé. C'est ça qu'on nourrit dans cette relation singulière que l'on permet et que l'on facilite entre un humain et un animal. Oui. Mm. Et il y a cette notion, très souvent, c'est d'aller toucher cette notion d'amour universel. Mm. Euh, ils ne nous jugent pas. Ils nous prennent tels que nous sommes avec tous nos défauts et nos difficultés. Et c'est juste extrêmement inspirant, en fait. Mm. Mm. Moi, il y a un conférencier un auteur conférencier qui m'a inspiré énormément, qui lui parle au nom des enfants et pour les enfants et pour une éducation qui soit faite de confiance et de respect en les dispositions spontanées des enfants. Donc, hors méthode éducative, et il m'inspire énormément. Euh, il dit que la liberté prend racine dans l'attachement et cet attachement au sens de cette relation sécure, cette relation où on se reconnaît et on est en capacité de te dire je t'aime parce que tu es tel que tu es. Et de développer cette relation qui dit je t'aime parce que tu es tel que tu es. Et ça, c'est la confiance absolue, c'est la confiance inconditionnelle, c'est le respect inconditionnel en l'autre. Et je trouve que eux nous apprennent ça, les animaux nous apprennent ça, cette confiance et ce respect, et on leur doit en retour cette confiance et ce respect. Et moi, c'est ça qui m'anime dans la médiation, c'est ça qui, pour moi, qui a du sens de pouvoir euh, faire éclore en fait ces singularités de chacun, que chacun s'accepte dans ce qu'il est au plus profond de lui-même et que il a étouffé par conditionnement, par par tout ce qu'on connaît, hein, ces injonctions, ces messages, voilà, qui lui apprennent aussi, hein, d'autre part, mais voilà, moi, c'est ma vision de la médiation en tout cas. Oui. Pour ça, du coup, je trouve pas de sens à la formation et à l'apprentissage d'un métier de médiateur à nos animaux. Pour moi, on n'a pas à leur apprendre des dispositions, on a à leur permettre de développer ce qu'ils connaissent déjà et à diversifier en fait ce qu'ils connaissent déjà. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, de former la personne qui veut devenir, Ah oui, mais ah bah là, oui, ça c'est capital. à 600%. Euh, voilà. Je voulais juste Non, non, préciser. non, 600%. Ouais, L'animal, l'animal, il sait déjà tout. C'est à nous d'apprendre. ouais, C'est à nous exact. d'apprendre. Et Ouais, de nous remettre en question en permanence. ouais. D'apprendre en permanence. Sabrina, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question pour Christine. Euh, le conférencier qui a dit que la liberté prend racine dans l'attachement, j'ai pas retenu le André nom. Stern. André André Stern. 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 Ok, d'accord.
Et moi, enfin, cette semaine, j'ai réfléchi un petit peu là à cette conférence en me demandant ce que j'allais dire, ce que j'en pensais de former, éduquer, etc. Et j'en étais venue, enfin, puisque je travaille qu'avec les chevaux, les chevaux sont des animaux de fuite, donc par instinct, ils vont fuir, enfin, ils ont peur, et donc la peur les fait fuir. Et donc, pour moi, je me disais que l'éducation était nécessaire pour le cheval afin de travailler sur ses comportements de fuite et d'être dans l'habituation, en fait, mais que par contre, la formation, elle était indispensable pour l'intervenant afin de... Ce qui est le plus important pour moi dans la formation de l'intervenant en médiation animale, c'est de laisser la liberté à son animal de s'exprimer, en fait, tout en garantissant la sécurité d'un cadre, la sécurité pour tous, que ce soit autant pour le bénéficiaire que pour les chevaux, que pour l'intervenant. Mm. Mais merci beaucoup de ta réflexion parce que je pense que les trois principaux comportements de stress, donc la fuite, la confrontation à la paralysie, on ne les voit principalement que sous l'aspect dysfonctionnel. Donc la fuite, effectivement, partir. Mais, mais partir, ça peut être simplement détourner le regard, tourner la tête. C'est une fuite, j'ai pas envie de rentrer en relation avec toi. Il doit pas cavaler à l'autre bout du paddock. Donc c'est très très fin. Et en fait, c'est aussi intéressant de savoir que la fuite, la confrontation à la paralysie ont des aspects fonctionnels. Et donc, dans le cas de la fuite, puisque tu mentionnes cet aspect-là, ça va être de partir, mais en faisant, dans l'aspect fonctionnel, de partir, mais en faisant attention à ce que la personne avec qui le cheval se trouve puisse, donc c'est emmener quelqu'un, que cette personne puisse suivre, donc de marcher suffisamment lentement que pour pouvoir suivre. Et ça, c'est une fuite fonctionnelle. Mais on ne voit en général que sous l'aspect dysfonctionnel. Et je trouve que c'est un petit peu malheureux parce que du coup, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de subtilité de la part de l'animal. Cette notion de fonctionnel et dysfonctionnel, parce que depuis quelques mois, je m'intéresse au système nerveux autonome et j'essaye de comprendre, voilà, au travers de vidéos, j'ai pas encore fait de formation, mais je pense que ça va être la prochaine à l'ordre du jour. Euh, En fait, c'est la théorie polyvagale qui nous explique en fait que notre système nerveux autonome, il nous il capte des indices de danger ou de sécurité dans l'environnement et dans notre corps, et en fait nous positionne dans un des trois états vagales. Donc, on a le ventral qui est un état de sécurité où on peut être en connexion, en coopération avec l'autre, dans le lien avec l'autre. On a un état sympathique qui nous met soit en fuite, soit en agression vis-à-vis de l'autre, parce que là on est insécure, il y a une perception d'indices de danger, mais pas d'indices de danger de mort. Et par contre, la perception d'indices de danger de mort, là, c'est la paralysie, ce qu'on appelle aussi l'effondrement. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que donc ça se fait de manière automatique, hors de la volonté, hors de la conscience, mais du coup, ça va avoir un impact sur nos perceptions, parce que bien évidemment, quand on est dans un état interne d'effondrement, ben, on perçoit pas le monde de la même façon que quand on est dans un état de sécurité. Et ce qu'ils expliquent, c'est que donc ça serait l'aspect dysfonctionnel de stress dysfonctionnel qui est hors de notre volonté, hors de notre conscience. Mais l'idée, c'est de devenir à l'aise en fait
avec ces différents états, parce que quand je suis en effondrement, si je veux remonter dans la sécurité, dans la connexion, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Donc, du coup, c'est le sympathique et la fuite, mais cette fuite qui est en fait un mouvement, une activation de mon système où je me remets en marche. Et là, du coup, ça serait du stress fonctionnel. Enfin, je Oui, fais un petit peu ce parallèle-là. oui, euh, dans ce que tu décris comme le stress fonctionnel et le stress dysfonctionnel. Parce qu'effectivement, il y a du stress fonctionnel, et nous, on en vit tous les jours, du stress fonctionnel qui nous permet de nous mettre en mouvement, et pour autant, on n'est pas dans de la fuite au sens je fuis un danger. Et non, je me mets en mouvement et pour réaliser un objectif, par exemple. oui, oui, tout à fait, Hmm. tout à fait. Et ça, par exemple, c'est un apprentissage que on fait pas. Enfin, moi, j'ai pas appris ça dans mes formations médiation par l'animal. Ce système nerveux autonome. Nos animaux, ils sont aussi dotés d'un système nerveux autonome. Et si ils sont pas dans la branche, dans l'état interne de sécurité, bah eux non plus, ils ne peuvent pas être en connexion avec l'humain qu'on souhaite qu'ils rencontrent. Il faut d'abord qu'ils se régulent. S'ils sont pas régulés, ils ne peuvent pas coopérer avec l'humain, ils ne peuvent pas du coup rentrer dans un apprentissage avec lui, faire cheminer avec lui. Et c'est en ça que la formation de l'animal et le formatage de l'animal, j'ai peur en fait que ça inhibe en fait cette euh, euh, j'ai peur qu'en fait, ça les maintienne dans un espace de paralysie, en fait, dans un espace d'inhibition ou qui les contraint à ne pas exprimer leur, euh, leurs états internes et leur comportement naturel, en fait. Que Oui, ça inhibe la spontanéité, en fait. C'est ça? Exactement, exactement, exactement. Parce que qui dit spontanéité veut pas dire danger et insécurité pour notre cadre de médiation. Pour moi, ça n'a rien à voir. On peut mettre de la sécurité et laisser une liberté d'expression. complètement. Oui, Patricia. Euh, je, je suis plus que d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, notamment par Christine, mais par toi aussi. Par contre, je ne connais rien en chevaux, je ne sais pas comment ils vivent au quotidien, mais tout- toute cette façon de fonctionner n'est déjà pas tolérée dans le chien de famille. Euh, le chien de famille va être sans arrêt quand même en contrainte pour beaucoup de choses. Même dans ses besoins primaires, on va décider quand il mange, on va décider qu'est-ce qu'il mange, on va décider quand il fait ses besoins sanitaires, ce qui est quand même la contrainte la pire, et à ma connaissance, c'est le seul animal qui est contraint. On va décider l'eau qu'il boit, on va décider globalement quand il dort, on va décider quand même de beaucoup de choses. Et j'assume de dire ça en ayant une chienne qui a énormément de choix, qui a des paniers dans toute la maison, qui a la nourriture en accès libre, enfin bon, qui régente toute la maison. Il faudrait peut-être que je pense à mes libertés aussi de m'exprimer. Euh, mais, mais dans le global, quand même en ayant cette vision, ne serait-ce que les chiens de famille sont déjà très contraints. Donc, je ne vois pas comment les chiens en médiation par animal ne pourraient pas euh, être dans cette contrainte également. Je ne vois pas comment on peut lever, on peut donner du choix, on peut respecter le consentement, on peut être attentif aux signaux, on peut être attentif et respecter les émotions. C'est toute la base de ce que j'enseigne aux visiteurs qui vont aller avec des chiens et qui ont des chiens de famille, qui eux ne sont ni formés ni éduqués, si ce n'est éduqués à vivre en société. Alors je vais faire un raccourci, globalement c'est assis couché
les pattes au mur. Hein. Non, mais c'est ça. Ils ont le rappel, ils ont la propreté, ils savent s'asseoir à la demande et ils savent pas bouger quand on leur demande. Donc, moi, ma formation, c'est de leur apprendre que ces individus ont des émotions et qu'il faut respecter ces émotions, surtout quand ils sont en visite, et respecter la façon dont ils perçoivent le monde, etc. Mais autant je ne peux qu'aller, cette conférence me fait énormément de bien ce soir d'entendre tout ce que vous dites, mais la réalité, elle est quand même très différente. Au moins Bien pour sûr. les chiens, je pense que c'est pareil pour les chevaux, en fait. Bien sûr. À un moindre Oui. niveau, mais c'est pareil, oui. Mm. Mais donc du coup, d'autant plus par rapport à ce que vous dites, Patricia, d'autant plus ne pas rajouter de couches Ouais. où on va encore plus les contraindre, en fait. Oui, ça Pour c'est que, je donne un exemple basique, c'est l'exemple que j'avais cet après-midi. Cet après-midi, j'ai travaillé avec mes deux chiennes sur des défis, un certain nombre de défis avec une jeune adulte. Euh, donc, au travers des défis, l'idée, c'était qu'elle développe des stratégies d'adaptation, d'accord? Qu'elle adapte son langage, qu'elle adapte sa posture, qu'elle adapte son positionnement par rapport à l'animal, sa façon de lui parler, son ton de voix, voilà, qu'elle adapte tous ses canaux de communication. Ma chienne, donc à un moment, elle lui demande de s'asseoir et la chienne ne s'assoit pas à première demande. Pour moi, ça, c'est intéressant. Si la chienne était formatée à s'asseoir à première demande, elle se serait assise. Il n'y aurait pas eu de capacité de modulation de la personne, d'adaptation. Parce que si elle s'assoit pas à première demande, c'est peut-être que il y a quelque chose à modifier dans ces curseurs de communication. Et moi, c'est là que j'aime aller travailler. Vous voyez? ok. Donc, j'entends effectivement, et d'ailleurs, Hubert Montagnier, qui a dit hein, que les animaux familiers ont ces dispositions, ces dispositions innées à accompagner l'humain, à activer l'humain sur les compétences socles de la fonction adaptative, justement. Il dit hors conditionnement, parce qu'effectivement, les animaux qui vivent en famille sont conditionnés pour pour plein de raisons et sur plein de sujets. Mais ne rajoutons pas en plus d'autres conditionnements, j'ai envie de dire. Et du coup, ça me fait rebondir sur autre chose. Euh, Quand Yula va faire les visites, et j'essaye que les chiens de l'association, ça se passe comme ça aussi. On a fait faire un bandana, logo de l'association, qui est très joli, et ça rend bien sur les photos, c'est sympa, ça fait plaisir à tout le monde. Mais du coup, moi, je lui mets le bandana que quand on va en visite. Est-ce que finalement, c'est une erreur de faire ça? Parce que pour moi, c'est une façon de lui dire, voilà, il va se passer ça. Moi, je lui dis toujours ce qu'on va faire. Je lui dis toujours, on va promener, on va voir les copains, bon, je vais faire les courses, autrement dit, tu restes là. Enfin, bon, il y a un tas de trucs qu'elle connaît et avec des conséquences plus ou moins qui lui plaisent ou pas, mais c'est la vie. Et donc, comme je ne sais pas lui expliquer, on va aller en visite, c'est pour le coup, j'ai conditionné le port du bandana à la visite. Ça ne lui met pas spécialement de pression. Hein. Ok, on met le bandana, elle sait qu'on part en visite. Enfin, pour moi, je pense qu'elle maintenant c'est bien associé. Est-ce que finalement ça c'est lui mettre une pression? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'elle découvre quand, de toute façon, elle le voit bien quand on arrive, hein, qu'elle est Elle à le tel sait, endroit. Oui. elle le sait. Pour Mmh. moi, c'est pas une pression parce que j'utilise également un collier particulier quand je vais D'accord. en séance. Ils Ok. ont leur collier de séance et leur collier de vie de chien de tous les jours. Oui, bah voilà. Moi, elle a un harnais. Quand on part en séance, elle a un harnais parce que je veux pas justement qu'elle ait c'est l'inverse. Je veux pas qu'elle ait de collier en séance. Donc, pour qu'on puisse pas La la, gripper. la gripper. Euh, et,
Et donc, je demande aux autres membres de l'association de faire pareil, de donner cette information que on va aller, il va se passer ça grâce au bandana. Pour moi, c'est donner une information, c'est pas conditionné. D'accord, ok, merci. Au même titre que, effectivement, moi, Ouais. pour euh, à mes chiens, ils savent exactement, hein. De toute façon, ils sont tous à la porte, à partir d'une certaine heure. Ils savent, ils savent qu'on va y aller. Mais oui, moi, je leur parle comme si je parlais à un enfant ou à un adulte, hein. Dans la Oui, vie de tous les jours, je parle à mes animaux. Ça paraît peut-être perché, mais. non, 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 non. Enfin, Et voilà, et quand j'allais travailler en troupeau de chevaux, ben, on ne cherchait à aller rencontrer un cheval du troupeau que si on voyait que soit il commençait à venir vers nous, ou soit il était complètement tourné vers nous, il broutait en notre direction en ayant les oreilles disant euh, bon, c'est quand tu viens. Mais voilà, j'allais pas chercher à faire rencontrer un animal qui était parti à l'autre bout de la pâture ou qui nous tournait le dos pour, je pense, nous signifier que oui. c'était pas le moment pour lui, quoi. Mm. C'est très clair. Votre échange, en fait, me fait penser à un livre qui doit exister en français. Un livre de Rupert Sheldrake qui parle des champs morphiques qui relient un propriétaire à son chien, puisque c'est un livre qu'il a écrit sur les chiens, euh, où il a, puisque c'est un scientifique, il a filmé le comportement du chien quand sa propriétaire revenait du travail. Il est 17 heures, elle revient, ça fait des années que c'est comme ça, c'est normal. Et puis, il a changé l'heure. Et en changeant l'heure, le chien s'agitait parce que sa propriétaire allait arriver. Il me dit, mais comment est-ce qu'elle peut savoir ça? Comment est-ce que le chien peut savoir ça? Et il s'est dit alors peut-être qu'il reconnaît le trajet ou un truc comme ça. Du coup, il a emmené la propriétaire en taxi dans une ville à côté où il l'a emmené dans un petit room boire un thé. Le chien n'allait pas pouvoir savoir le lieu où se trouvait la propriétaire. Par contre, quand elle s'est remise en route pour rentrer à la maison, a eu son comportement de je vais à la fenêtre, je remets mon petit derrière et je vais voir ma propriétaire arriver. Et donc voilà, c'est, ça décrit bien, c'est un livre qui a déjà un certain temps, mais il est juste magnifique. Ça décrit bien en fait à quel point euh, nos animaux sont connectés à nous, bien au-delà de ce qu'on imagine. Mhm. Alors c'est bien le bandana, effectivement, ou le collier spécifique, mais ils savent. Mhm. Ils n'ont pas besoin de ça pour savoir, je pense. Non, Oui, je Enfin, j'en confirme. suis convaincue. Oui, selon les chaussures que je mets le matin ou selon la façon dont je vais dans le dressing, elle sait si on va partir en baroule ou s'il va se passer autre chose. Oui, enfin, ils nous connaissent, je ne sais pas combien de milliers ou de 10 milliers de fois mieux que ce que nous, on les connaît. Eh oui. Mhm. C'est, le déséquilibre, il est vraiment là, en fait. Bien sûr. Bien sûr. oui. Ouais. Et si équilibre il doit se faire, c'est à nous en fait de monter les marches. C'est pas à eux de les monter. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport aux questions que j'avais? Je crois on a parlé un petit peu de tout, pas dans l'ordre, mais on a parlé un petit peu de tout par rapport au sujet que j'avais proposé. Est-ce Ouais, qu'il y aurait on a fait le tour des... à peu près, ouais. Et
grandement apprécié vos interventions et votre écoute à toutes. C'est passionnant, ces soirées débat. Et on Merci fera beaucoup. prochainement, Patricia, on fera prochainement sur le chien. J'espère pouvoir inviter, je suis en discussion là avec une personne qui est éducatrice canine, comportementaliste, qui est sophrologue, donc qui accompagne aussi l'humain, mais qui, au jour d'aujourd'hui, voilà, s'est focalisé sur l'éducation, le comportement et l'accueil de chiens chez elle. Et, euh, et voilà, on partage aussi une vision, donc je vais chercher à faire une soirée avec elle aussi sur Ah, le je chien. me réjouis. Ouais, enfin, c'est vraiment c'est passionnant et puis ça fait ouais, moi tout ce qui a été dit ce soir me fait énormément de bien par rapport à ce que je vois au quotidien euh, et notamment j'y reviens sur les chiens de famille uniquement euh, et, et aussi quand même sur certaines pratiques que je peux voir en médiation. Médiation? Tout le monde n'a pas le respect Non. que j'entends ce soir et je suis heureuse que ça se, comment dire, ça se répercute sur tous les animaux. Donc aussi pour les chevaux, parce que des fois je vois des vidéos avec les chevaux, comme tu disais tout à l'heure, ils sont tellement éteints, tellement tristes que enfin, j'en suis arrivée des fois à être contre l'équithérapie, tellement je trouve que c'est déséquilibré en défaveur du cheval. Ouais, je suis tout à fait en phase avec toi par rapport à ça. Mm. Au même titre que on devrait plus s'écouter en termes de ressenti, d'émotion et faire des ponts avec les mots MAUX, maladie que l'on vit. Au même titre, on devrait, et moi c'est vraiment Totof hein, qui m'a mis sur ce chemin de compréhension, d'apprentissage, de recherche, parce que lui souffrait de bronchite chronique et je comprenais pas pourquoi, malgré tous les traitements que je pouvais faire pour lui, ça ne s'arrangeait pas, voire ça se dégradait, d'année en année. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, à travailler sur la relation, que bah depuis ça fait 10 ans que il devrait être décédé et il est toujours là et il va de mieux en mieux d'année en année. Donc il y a vraiment ça aussi à alerter, c'est que nos animaux ne parlent pas, mais voilà, ils développent des maux, ils développent des troubles du comportement, ils développent des maladies. Et ces maladies, elles ont souvent des liens avec Complètement. ce qu'ils vivent. Tout à fait, tout à fait. C'est pas parce que on est un compagnon que ça nous économise le fait d'être en introspection, de se faire accompagner. Mm, C'est indispensable. mm. Je peux pas dire, voilà, moi j'ai tout compris et j'accompagne. Non. Et c'est Est-ce là qui, et c'est là qui commence le bien-être de l'animal, hein. Oui, oui, C'est là oui. qui commence. Oui. est-ce que dans vos pratiques, puisque vous êtes professionnel, est-ce que vous avez de la supervision justement, oui, Mm, pour vous-même? mm, Oui, tout à fait. D'accord. Ça, c'est hors sujet, mais c'était mm, important. Pour moi, c'est pas du tout hors sujet. Pour moi, c'est vraiment dans le sujet. mm, C'est capital que chaque personne qui accompagne des animaux et des personnes aille faire soit des supervisions, soit un travail sur soi. mm. Et tout au long de sa pratique. Ah oui, oui, On oui. n'arrête C'est jamais. pas un dossier qu'on ouvre, qu'on lit et puis qu'on met dans le placard, hein. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je On crois va pas. peut-être arrêter là cette soirée, si Si vous êtes j'avais une d'accord. dernière question, Une dernière question, Sabrina. c'était au sujet de la Tranquille. supervision en fait.
parce que moi, je n'en ai pas à l'heure actuelle. Et du coup, je me demandais comment c'était possible d'organiser ou de trouver des gens euh, pour pouvoir échanger, enfin pour faire de la supervision, en fait. Voilà. Ok, moi je fais de la supervision, mais t'es pas du tout obligé de venir chez moi. Mais euh, pour de la supervision, il faut vraiment que tu... Il y a quelqu'un dans le nord. Oh, il faudrait que je retrouve son nom. Attends, je vais... Dans le Nord, Oui, mais bon, la supervision, elle se fait en ligne. ok, d'accord. Donc, il y a un gars qui est vraiment très très bien. Attends, je regarde ça tout de suite. Euh, hop, eh bien, je ne vois pas ça. Attends. Ah, ah, voilà. Stéphane Watine. Stéphane Watine, d'accord. Ouais. Si tu tapes Stéphane Watine sur Internet, tu vas le trouver très vite. Et il fait de la supervision de coach. Ok, ça marche. Merci. Bon, bah, je suis ravie de cette soirée. Merci à vous d'avoir participé. Je suis très heureuse que, voilà. Et bah, je vous dis à une prochaine fois. Florentine, merci, 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 merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci de l'invitation et merci de ce format. Effectivement, comme le disait Patricia, on se sent, et comme tu le disais au début, on est très seul finalement dans la pratique et de pouvoir réaliser qu'il y a un même esprit. C'est toujours très précieux. Donc, merci beaucoup pour ce format d'invitation. Ouais, merci. Puis comme c'est pas la première fois que je suis, en plus on se sent très sécure et c'est aussi agréable de s'exprimer en sécurité sur ces sujets particuliers. Donc merci beaucoup Christine et merci Florentine. Je vous en Merci. prie. Bah, j'espère à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée. Au revoir.